En 1695, Louis XIV ordonna discrètement qu'une religieuse d'un petit couvent près de Fontainebleau reçoive une généreuse pension royale à vie. Aucune explication ne fut donnée, et des rumeurs circulèrent immédiatement. Certains murmuraient qu'elle était la fille illégitime du roi, d'autres affirmaient en quelque chose d'encore plus scandaleux, qu'elle était noire, ou peut-être même l'enfant secret de la reine. Alors, qui était la mystérieuse nonne noire de Moret, et pourquoi le roi de France la protégeait-il? Dans la collection d'art de la bibliothèque Sainte-Geneviève, une grande bibliothèque près du Panthéon au centre de Paris, l'un des tableaux les plus curieux produits en France au XVIIe siècle est exposé. Il représente une femme noire vêtue en religieuse. Le tableau a été réalisé par un artiste inconnu, très probablement entre 1695 et 1700. Ce tableau représente Louise Marie-Thérèse, connue sous le nom de la nonne noire de Moret, et il est frappant pour plusieurs raisons. Au XVIIe siècle, il était très inhabituel de peindre une simple religieuse. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le sujet était une femme noire, à une époque où très peu de personnes, et encore moins de religieuses cloîtrées, étaient noms noires en France. Il est donc d'autant plus remarquable que le tableau lui-même soit resté caché pendant des siècles. Il n'a été découvert qu'en 2014, retrouvé dans un grenier, restauré et enfin exposé au public. On ne sait pas exactement quand la nonne noire de Moret est née. Certaines études suggèrent qu'elle était venue au monde vers 1664, mais d'autres situant sa date de naissance plus tôt, à la fin des années 1650. Malheureusement, le tableau la représentant à la bibliothèque Sainte-Geneviève n'éclaircit pas davantage sa situation. Nous ne connaissons pas la date exacte du tableau, donc nous ne pouvons pas en déduire sa date de naissance. De plus, une partie de sa tête est couverte, et ce n'est pas un tableau particulièrement bien réalisé. Néanmoins, elle semble avoir la trentaine sur ce tableau, ou peut-être la fin de la vingtaine. On ne sait pratiquement rien de la jeunesse de Louise Marie-Thérèse. En revanche, elle apparaît dans les archives historiques dans les années 1690 et 1700, lorsque plusieurs personnalités françaises, en vue de l'époque, ont commencé à écrire à son sujet. De plus, nous savons que de nombreux aristocrates très en vue lui rendaient en visite au couvent bénédictin de Villechasson-Moret. Il était situé dans le centre-nord de la France, près du château de Fontainebleau, une résidence fréquemment utilisée par la cour du roi Louis XIV, particulièrement en automne, pendant la saison de la chasse. Là-bas, elle était connue sous le nom de la nonne noire de Moret en raison de sa peau foncée. Les mots Moret et Morès désignaient fréquemment, en Europe médiévale et moderne, les personnes à la peau foncée. Pourquoi une femme noire est-elle devenue religieuse dans un couvent du nord de la France ? Et pourquoi tant d'aristocrates écrivaient-ils à son sujet ou lui rendaient-ils visite? La réponse se trouvait auprès du roi et de la reine de France. La question de savoir qui étaient les parents de Louise Marie-Thérèse est la seule véritable raison pour laquelle nous connaissons son existence aujourd'hui. Les contemporains ont remarqué l'attention inhabituelle que la famille royale lui portait et spéculant régulièrement sur qui elle pouvait être. Curieusement, selon la théorie que l'on suit, on dit qu'elle aurait été soit la fille illégitime du roi de France, soit celle de son épouse, la reine. Il s'agissait du roi Louis XIV, le monarque ayant régné le plus longtemps de toute l'histoire de l'humanité, et de son épouse Marie-Thérèse d'Espagne. Louis était monté sur le trône en 1643, alors qu'il n'avait que 4 ans et demi, et il régnerait jusqu'en 1715. Il eut de nombreuses maîtresses tout au long de sa longue vie, et engendra de nombreux enfants illégitimes. Le cas de Maria-Thérèse, comme nous le verrons, est plus particulier. La fille du roi Philippe IV d'Espagne. Elle avait épousé Louis en 1660 dans le cadre d'un accord de paix qui mit fin à une longue guerre entre les Français et les Espagnols. Elle était bien consciente des nombreuses infidélités de son mari. Pourtant, il aurait été bien plus choquant, presque impensable, qu'une reine régnante ou une épouse royale ait elle-même des enfants illégitimes. Dans ce contexte, l'histoire de la nonne noire de Morail devient encore plus mystérieuse. 3 principales théories expliquent pourquoi Louise Marie-Thérèse a tant retenu l'attention de la famille royale et de la cour. La première affirme qu'elle était une fille du roi. Au XVIIe siècle, les monarques d'Europe étaient particulièrement connus pour leurs liaisons extra-conjugales. Charles II d'Angleterre, par exemple, ne savait même pas combien d'enfants il avait.
avec ses nombreuses maîtresses, Louis ne faisait pas exception. Il avait de très nombreuses maîtresses, dont certaines lui ont donné des enfants illégitimes. Et il est tout à fait possible qu'il ait eu une maîtresse noire. Au milieu du XVIIe siècle, la France était devenue une puissance coloniale, engagée dans la traite des esclaves entre l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes. Bien qu'il y ait eu peu de femmes noires en France sous Louis, il y en avait quand même. Louis aurait pu avoir une fille avec une femme noire à la cour de France, puis l'envoyer dans un couvent pour l'y élever. Il a ensuite organisé des visites de courtisans pour prendre de ses nouvelles au fil des années et lui a accordé une pension en 1695. Si Louis était son père, alors cela n'aurait peut-être pas été un cas isolé. Les détails sont beaucoup plus limités, mais il semble qu'il ait peut-être eu un autre enfant à la peau foncée nommé Dorothée. Elle est mentionnée à quelques endroits dans les archives de l'époque, ce qui laisse penser qu'elle était un enfant secret du roi. Mais les preuves de son existence sont encore plus minces. Le roi Louis XIV était réputé pour sa maîtrise du secret, dissimulant tout ce qu'il jugeait inadapté à la connaissance du public, qu'il s'agisse d'affaires d'État ou de questions très personnelles. Comme son mariage discret avec Madame de Maintenon en 1683, donc qu'il soit le père, est plausible. La deuxième théorie est celle qui est privilégiée par de nombreux historiens. Celle-ci soutient que la nonne noire de Morée était en réalité la fille de la reine. Au XVIIe siècle, il était courant que les familles royales gardent à leur cour des personnes considérées comme des curiosités. Cela incluait des nains et des personnes d'Afrique. Un exemple de cela était Nabot, un nain noir qui aurait été résident à la cour. La théorie soutient que peu de temps après que son mari ait commencé à être volage, la reine Marie-Thérèse aurait eu une liaison avec Nabot. Cela aurait donné naissance à un enfant qui devait être secrètement envoyé dans un couvent pour éviter tout embarras royal. Pourtant, il y a une autre dimension à cette théorie. Le 16 novembre 1664, la reine Marie-Thérèse d'Espagne donna naissance à son troisième enfant, une fille officiellement nommée Marie-Anne. À peine 6 semaines plus tard, l'enfant fut déclarée morte, son corps exposé publiquement avant d'être enterré à Saint-Denis. Les partisans de cette théorie affirment que l'enfant n'est jamais morte. Ils soutiennent qu'un corps de substitution, ou même un cercueil vide, a été utilisé pour dissimuler un secret dévastateur. La princesse était noire. Alexandre Bonton, le premier valet discret du roi, aurait discrètement éloigné l'enfant de la cour, l'envoyant loin sous le plus grand secret. D'abord en province, puis dans des maisons religieuses, avant qu'elles ne disparaissent finalement au couvent bénédictin d'Amaury. Néanmoins, les détracteurs de cette théorie sont sans équivoque. Maria Theresa n'aurait pas pu être la mère, élevée dans une cour profondément pieuse. Il aurait été impensable pour elle d'avoir un enfant d'un autre homme que le roi. Les naissances royales, événements publics étroitement surveillés par la cour et les ambassadeurs étrangers, n'ont jamais été rapportées comme celles d'une princesse noire. Si un tel enfant était né, la nouvelle aurait résonné dans toute l'Europe. Au lieu de cela, certains historiens évoquent une réalité médicale sombre. Marie-Anne est née après un accouchement brutal, prématuré et gravement malade. Sa peau s'est assombrie et est devenue violacée par manque d'oxygène, un détail qui sera plus tard transformé en rumeur. Le nom de la nonne noire, cependant, Louise Marie-Thérèse, suggérerait certainement qu'elle était la fille de la reine, mais encore une fois, Louise est la version féminine de Louis. Donc le nom aurait aussi pu être choisi si elle était la fille illégitime du roi. Et le nom à lui seul n'implique pas automatiquement que Louise était l'enfant biologique du roi ou de la reine. Au lieu de cela, elle aurait pu recevoir les noms d'un roi et d'une reine si elle était une orpheline parrainée par le couple royal. C'est d'ailleurs plus que plausible. La couronne devenait souvent le tuteur d'enfants en bas âge. Au XVIIe siècle, en France par exemple, des centaines de femmes orphelines furent envoyées en Nouvelle-France, l'actuel Québec, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, sous le patronage du roi Louis XIV, pour aider à peupler la colonie française là-bas. Des millions de Nord-Américains descendent aujourd'hui des filles du roi. Une autre théorie sur Louise Marie-Thérèse suggère qu'elle était une orpheline noire, bénéficiant simplement du patronage royal. Cela expliquerait pourquoi elle a reçu une pension du roi en 1695 et pourquoi des nobles de la cour étaient parfois envoyés à Morée pour prendre de ses nouvelles. Nos sources concernant Louise Marie-Thérèse proviennent de plusieurs aristocrates français éminents et de personnalités de la cour pendant le règne du roi Louis XIV.
Celle-ci inclut, par exemple, la cousine germaine du roi, la duchesse de Montpensier, qui a tenu un journal détaillé tout au long de sa propre carrière mouvementée à la cour. Elles ont noté qu'en plus de la pension, le roi envoyait souvent des gens à Moret pour s'informer sur la religieuse noire. La reine était morte depuis longtemps à cette époque, étant décédée prématurément en 1683 à seulement 44 ans. Ces récits vont plus loin, affirmant que Louise a été baptisée à la cour avant d'être discrètement envoyée au couvent, où elle a reçu une éducation remarquable. Nous le savons grâce aux lettres qui subsistent, révélant qu'elle savait lire et écrire avec aisance. Sans aucun doute, le meilleur récit de la nonne noire a été rédigé par Louis de Rouvois, le duc de Saint-Simon, un courtisan et mémorialiste éminent de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ces énormes journaux sont considérés comme le meilleur témoignage sur la cour du roi Louis XIV et de Louis XV. Malheureusement, lui aussi n'était pas certain de la filiation de Louise-Marie-Thérèse au sein du couvent et de sa résidente la plus célèbre. Il déclara « Il semble que dans ce couvent, il y ait une femme de couleur. » Une femme morte qui avait été placée très jeune par Bontonne, le valet du roi. Elle recevait tous les soins et l'attention possible, mais n'était jamais montrée à personne. Lorsque feu la reine ou Madame de Maintenon s'y rendait, elle ne la voyait pas toujours, mais veillait toujours à son bien-être. Elle était traitée avec plus d'égard que les personnes les plus distinguées. Et elle-même appréciait beaucoup les soins qu'on lui prodiguait et le mystère dont elle était entourée. Même avec une vie régulière, on voyait qu'elle n'était pas vraiment satisfaite de sa situation. Entendant Monseigneur chasser dans la forêt un jour, elle s'oublia au point de s'exclamer « Mechekpo !» Mon frère chasse. On prétendait qu'elle était une fille du roi et de la reine, mais qu'elle avait été cachée à cause de sa couleur. Et la rumeur se répandit que la reine avait fait une fausse couche. Beaucoup de gens croient à cette histoire, mais qu'elle soit vraie ou non est restée une énigme. Ainsi, même Saint-Simon, figure reconnue de la cour ayant accès à de nombreuses personnes informées sur le roi et la reine, n'a pu l'affirmer avec certitude. Quelle était la vraie situation sur la nonne noire de Morette ? La vie ultérieure de Louise-Marie-Thérèse est presque aussi obscure que sa vie antérieure. Comme nous l'avons mentionné, la reine était morte depuis longtemps, à la fin du XVIIe siècle, mais Louis XIV a vécu jusqu'en 1715. Par la suite, il y avait peu de raisons pour la cour royale de maintenir le contact avec la mystérieuse femme du couvent de Morat. Nous ignorons presque tout de ses actions dès ce moment. Après cela, cependant, cela n'a rien de surprenant, étant donné que les nonnes menèrent une vie privée et recluse, la plupart du temps derrière des murs clos. Ce que l'on peut en déduire suggère une existence apparemment ordinaire. Des journées passées en prière, à lire et à accomplir les tâches routinières du couvent. Bien que les privilèges dont elle bénéficiait la distinguaient, laissant entrevoir des liens avec la cour royale qui ne se sont jamais complètement éteints. Un document rédigé par elle en avril 1725 atteste de sa vie continue au couvent dans la soixantaine. Le dernier document survivant qu'elle a signé était daté du 10 janvier 1730. On suppose qu'elle est morte en 1732, mais même cela ne peut être établi de façon concrète. C'est plausible cependant, car elle aurait eu environ 70 ans à l'époque, ce qui est un âge avancé selon les normes du début du XVIIIe siècle. La question de la nonne noire de Moret a captivé l'imagination à l'époque moderne. Écrivains et historiens ont spéculé sur la véracité des différentes théories concernant sa parenté. L'écrivain français Pierre-Marie de Jolles a élaboré une théorie complexe en 1978 dans son livre Nabeau ou Le masque de fer. Dans cet ouvrage, Dijols a cherché à relier la légende de l'homme au masque de fer, dont Alexandre Dumas avait parlé au XIXe siècle, à l'histoire de la nonne noire de Moret. Il affirmait que l'homme au masque de fer, un prisonnier énigmatique détenu sous le règne de Louis XIV, était en réalité Nabol, le nain de la cour noire. Il avait été emprisonné après que le roi eut découvert que la reine avait eu la nonne noire de Moret d'une liaison avec lui. Cela faisait une bonne histoire, mais il n'existe pratiquement aucune preuve pour l'étayer, aussi peu crédible historiquement que la théorie de Dijols pouvait l'être. Cela a ravivé l'intérêt pour l'histoire de Louise-Marie-Thérèse. Son histoire ainsi que celle de Nabeau a été présentée dans la série télévisée Versailles, produite entre 2015 et 2018. Dans cette série, il pensait donc que la nonne noire était la fille de la reine.
La découverte de son portrait en 2014 a également suscité un regain d'intérêt académique pour son histoire, et de nombreux articles à son sujet ont été publiés au cours des 10 dernières années. Une exposition intitulée Les mœurs de Maure s'est tenue au musée Charles de Bruyère à Rémilmont durant l'été et l'automne 2019. À ce jour, l'histoire de la nonne noire de Maure continue de nous intriguer. Mais malheureusement, nous ne saurons probablement jamais avec certitude qui étaient réellement ses parents. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire de la nonne noire de Morée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Qui pensez-vous étaient ses vrais parents? Pensez-vous que c'était la reine? Pensez-vous que c'était le roi? Pensez-vous qu'elle a été abandonnée par la famille royale? Faites-moi part de vos réflexions ci-dessous dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de les lire. Si vous voulez d'autres histoires mystérieuses, dites-le moi dans les commentaires. J'espère aussi que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans la prochaine vie oubliée. Merci.